Avril 1940. 7 mois après l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes et la déclaration de guerre franco-britannique de septembre 1939, le front occidental n'a pas bougé. Entre les Allemands et les Alliés, pas de combat, pas de coups de feu, en dehors de quelques escarmouches. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Mais si la frontière est calme, la guerre, elle, continue ailleurs, vers le Grand Nord, vers la Norvège, enjeu stratégique majeur. Cette bataille un peu oubliée eut pourtant des conséquences déterminantes sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Porte de sortie du minerai de fer suédois, indispensable à la machine de guerre nazie lorsque la mer Baltique est gelée l'hiver, la Norvège est également une base de départ idéale vers l'océan Atlantique et un moyen d'éviter un blocus maritime, blocus qui a tant fait souffrir l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Narvik, cette petite ville portuaire du nord de la Norvège, coincée entre plusieurs fjords, est souvent présentée comme la première défaite d'Hitler. Si les troupes françaises de la Légion étrangère, aidées de leurs alliés, ont bien battu l'armée allemande à cet endroit, la campagne de Norvège reste une victoire allemande. La Norvège, c'est aussi la première grande opération navale de la Seconde Guerre mondiale, les premiers affrontements entre navires et l'aviation à grande échelle. La Norvège fut certes une victoire allemande, mais cette victoire est marquée par la perte de très nombreux navires de la Kriegsmarine, ce qui fut déterminant pour la survie de la Grande-Bretagne et la victoire finale. Novembre 1939. Après avoir envahi la partie orientale de la Pologne, dans le cadre du pacte germano-soviétique, Staline exige de la Finlande des concessions territoriales. Devant le refus finlandais, l'armée rouge attaque Helsinki sans préavis ni déclaration de guerre. Malgré une infériorité écrasante, les Finlandais font mieux que résister. Efficacement commandés, bien mieux équipés pour affronter l'hiver que les Russes, connaissant le terrain et plein d'audace, l'armée finlandaise et la population bousculent les forces de l'Union soviétique. L'attaque est largement condamnée par l'opinion internationale et la Société des Nations décide de l'expulsion de l'Union soviétique en décembre 1939. En dehors d'ouvriers CGT français qui sabotent les exportations d'armes à destination de la Finlande, les opinions françaises et britanniques sont acquises aux petits pays de la mer Baltique. Le président du Conseil, Édouard Daladier, critiqué pour son inaction depuis l'invasion de la Pologne, est décidé à intervenir. Aussi incroyable que cela puisse paraître de nos jours, les Alliés, surtout les Français en réalité, envisagent l'envoi d'un corps expéditionnaire en Finlande et donc une guerre avec l'URSS, alors qu'ils sont déjà en guerre avec l'Allemagne nazie. L'expédition en Scandinavie permettrait aussi de s'assurer du minerai de fer suédois, essentiel à l'effort de guerre nazi. Lors du procès des dignitaires de Nuremberg en 1946, le maréchal Jodl, chef des opérations de la Wehrmacht, l'armée de terre allemande, déclara que les Allemands auraient à moitié perdu la guerre si les Alliés avaient tenu la Scandinavie. Le projet est soutenu en France par Daladier, mais aussi par le général Gamelin, chef d'état-major, et l'amiral Darlan, amiral de la flotte. Côté britannique, le Premier ministre Chamberlain est réservé, tout comme le Foreign Office. Winston Churchill, alors Premier Lord de l'Amirauté, est cependant favorable à l'expédition, finalement approuvée par le Conseil supérieur interallié. Les difficultés techniques, les dissensions franco-britanniques, les réticences norvégiennes et suédoises qui ne veulent pas abandonner leur neutralité et surtout la paix russo-finlandaise du 12 mars 1940 enterrent finalement le projet. Mais prévoyant que la fin des hostilités en Finlande
ne terminait pas l'affaire scandinave, l'amirauté française, et notamment l'amiral Darlan, avait demandé à ne pas disperser les moyens qui avaient été réunis. Le 21 mars, Paul Reynaud remplaça Daladier à la présidence du Conseil et il manifesta aussitôt des intentions offensives en Scandinavie. Un blocus maritime complet de la Scandinavie fut un temps envisagé. Mais cette option était impossible techniquement car il faudrait une force navale importante en mer Baltique, ce qui mettrait les navires à portée des avions allemands et qu'il faudrait naviguer dans les détroits danois que l'on peut facilement miner ou bombarder. Il fallait néanmoins contraindre la Suède et la Norvège à cesser leurs exportations de minerais de fer en Allemagne, au besoin en employant la force. Les Alliés décident donc de mouiller des mines le long des côtes de Norvège. Avec la présence de mines, la navigation commerciale serait contrainte de passer dans les eaux internationales, où elle serait contrôlée par des navires alliés, et les minéraliers, c'est-à-dire les navires transportant le minerai de fer, à destination de l'Allemagne, saisis. C'est le plan Wilfried. En cas de réaction allemande, un corps expéditionnaire allié devait intervenir immédiatement afin de se saisir des ports norvégiens, notamment Narvik et Bergen, protégés par les navires de la Royal Navy et de la marine française. C'est le plan R4. Pour couvrir ce débarquement, la Home Fleet doit assurer de contenir une éventuelle présence de la flotte de surface allemande. Force de défense des îles britanniques, la Home Fleet regroupe à ce moment de nombreux navires vieillissants. Avec notamment les cuirassés Rodney, Valiant et Repulse, de vieux croiseurs de bataille de la Première Guerre mondiale comme le HMS Renown et de nombreux croiseurs et destroyers. Sa force réside néanmoins dans le nombre, la qualité de ses équipages et de ses officiers. À ce moment-là, un seul porte-avions est disponible pour la couverture aérienne, le HMS Furious, un vieux croiseur de bataille reconverti dont les pilotes sont encore à l'entraînement au début de l'opération. Pour ces débarquements, oubliez les images de la Normandie de 1944 ou les débarquements dans le Pacifique. En 1940, ce sont plusieurs dizaines de cargos civils affrétés qui doivent assurer le déploiement des troupes, embarquant et débarquant par des petites passerelles le long d'un quai. Le matériel étant embarqué par grue sans ordre de priorité, ce qui engendra d'importants problèmes lors des débarquements dans les fjords. D'autres paquebots et cargos plus lents, naviguant séparément, sont prévus pour le ravitaillement des navires et le transport de matériel et de munitions du corps expéditionnaire. Des dizaines de patrouilleurs, petits navires, sous-marins ou encore des chalutiers reconvertis. La composante navale française est appelée Force Z, commandée par le contre-amiral Edmond Derrien, qui hisse sa marque le 6 avril sur le croiseur Émile Bertin. Il a sous ses ordres le contre-amiral Jean Cadard, rappelé de la réserve, commandant notamment les paquebots rapides transportant les troupes françaises. Nous retrouverons d'ailleurs ces paquebots dans d'autres émissions. En temps de paix, ce sont les navires destinés aux liaisons civiles entre la métropole et l'Algérie française. En temps de guerre, ils sont équipés de quelques mitrailleuses antiaériennes en nombre très insuffisant. En dehors de l'Émile Bertin, la Force Z comprend 6 contre-torpilleurs, 3 torpilleurs, mais aussi des ravitailleurs et des cargos. Les navires français constituent une force d'appoint à la Royal Navy, car la mer du Nord est la zone de responsabilité de cette dernière. Le 6 avril 1940, les navires britanniques chargés de mines et leur escorte appareillent de la base écossaise de Scapa Flow à destination de la Norvège. Lors de l'élaboration des opérations, de fortes tensions ont émaillé les discussions entre Français et Britanniques, Londres menaçant même d'annuler l'opération quand les Français voulaient commencer au plus vite. Cette mésentente causa un retard qui pesa lourd dans les opérations. Car de l'autre côté du Rhin, Hitler a lui aussi des projets pour la Scandinavie. Prévue dès janvier 1940, préparée dès mars par le grand amiral Raeder, l'opération Weserübung prévoit l'occupation du Danemark puis de la Norvège. Militairement, l'occupation de la Norvège permettrait aux Allemands d'affaiblir le blocus allié,
de donner à la Luftwaffe des bases aériennes pour menacer la Royal Navy en mer du Nord et de nouvelles bases navales vers l'Atlantique pour les navires et les U-boats de la Kriegsmarine. L'opération allemande prévoit de débarquer les troupes dans les principaux ports simultanément, tandis que les parachutistes doivent s'emparer des terrains d'aviation d'Oslo et de Stavanger. L'occupation du Danemark doit permettre de contrôler les détroits de la Baltique. La quasi-intégralité de la Kriegsmarine est concernée par Weserübung, ainsi que près de 1000 avions sous le commandement du général-amiral Marshall. Les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau, tout neufs, les croiseurs Lützow, Ypres et Blücher, eux aussi tout neufs. Le Blücher n'a d'ailleurs même pas tiré un coup de canon d'entraînement. Des croiseurs légers de type Köln et 14 destroyers, les Ersterer, les grands destroyers allemands qui font office de transport de troupes, ainsi que des torpilleurs et autres petits navires et tous les U-boats disponibles. Une fois les troupes débarquées, tous les grands navires allemands ont ordre de rentrer sur le continent et d'éviter la confrontation avec la Royal Navy et la marine française. L'opération allemande doit débuter le 9 avril. « 7 avril 1940. L'opération alliée Wilfrid commence. Les cargos et destroyers britanniques mouillent leurs mines devant les principaux ports dans la nuit, tandis qu'une force navale, autour du croiseur de bataille HMS Renown, prend la mer pour parer une éventuelle sortie des Allemands. Parallèlement, des sous-marins britanniques sont positionnés dans les détroits danois afin de détecter tout mouvement de la Kriegsmarine. Au même moment, une reconnaissance aérienne repère une forte activité de surface allemande dans le détroit du Skagerrak, en route vers le nord. Quelques heures plus tard, ce sont 1 ou 2 cuirassés, 3 croiseurs et 12 torpilleurs qui sont repérés et bombardés sans succès. Les renseignements qui parviennent en Angleterre sont contradictoires sur le nombre et le type de navires ennemis. Ce qui est certain, c'est que la flotte allemande s'agite. En réalité, c'est toute la flotte allemande qui a appareillé. Elle est divisée en 6 groupes, dénommés G1 à G6, chacun à destination d'un port norvégien. Parmi eux, les 2 cuirassés rapides et modernes, le Scharnhorst et le Gneisenau, ne sont pas destinés au débarquement, mais à la couverture contre la Royal Navy. Face à la menace et à l'incertitude du renseignement, les navires participant au mouillage de mines sont rappelés et la Home Fleet appareillée en fin de journée. À bord du croiseur français Émile Bertin, la tension est forte. Incorporé à la Home Fleet, le croiseur le plus rapide du monde est chargé d'éclairer la force principale. Appareillant de Scapa-Flow à 20h15 sous silence radio, les renseignements prévoient un possible contact avec l'ennemi vers 3h du matin. En mer, le vent fraîchit, la houle devient forte et les rafales de neige et la brume tombent. Les navires sont presque aveugles et les 2 forces ennemies ne se croisent pas. Cependant, un destroyer britannique, le HMS Glowworm, se retrouve isolé en mer du Nord après avoir recherché sans succès un marin britannique tombé à la mer. Les conditions météo et le silence radio causent une grande confusion dans les communications alliées, tandis que la force navale allemande, elle, fonce vers ses objectifs. Le 8 avril, le Glowworm, toujours isolé dans la brume, navigue de nouveau vers le nord. Soudain, il se retrouve nez à nez avec plusieurs destroyers ennemis et le croiseur Admiral Ypres. Seul, avec le courage du désespoir, l'équipage et son commandant, le capitaine de frégate Rupp, se bat admirablement bien, finissant même par éperonner le croiseur allemand, lui causant de graves dégâts. Avant d'être coulé, le Glowworm rompt le silence radio pour annoncer au chef d'escadre la présence d'une flotte ennemie, malheureusement sans détail, en donnant des coordonnées erronées. Ces mauvaises informations eurent des conséquences importantes. La visibilité est alors quasiment nulle en raison des tempêtes de neige et de la brume. En fin d'après-midi, entre 2 nuages, une partie du groupe allemand G2 est repérée faisant route à l'ouest, au large de Trondheim, par un avion de reconnaissance.
Dans le sud de la Norvège, le reste de la Home Fleet, rejointe par l'Émile Bertin et les contre-torpilleurs français, qui étaient positionnés pour couper la retraite de la flotte allemande au sud, est envoyé au nord-ouest pour intercepter le groupe allemand repéré. Car Londres pense qu'il s'agit de navires destinés à l'océan Atlantique pour attaquer le commerce allié. En réalité, les navires allemands repérés sont en avance sur le programme et font des ronds dans l'eau avant d'attaquer Trondheim. La Home Fleet est envoyée dans la mauvaise direction. À 23h, le Renown, qui a quitté le large de Narvik avec ses destroyers, arrive dans la zone signalée par le Glowworm, mais les navires britanniques ne trouvent rien dans le mauvais temps. Finalement, après plusieurs heures de patrouille, le Renown reçoit l'ordre de retourner vers le nord. Alors que dans la journée, 3 cargos et transports de troupes allemands ont été coulés entre le Danemark et la Norvège, et malgré la multiplication des rapports, l'amirauté britannique ne soupçonne toujours pas l'importance du dispositif ennemi. Au même moment, au sud d'Oslo, un patrouilleur norvégien repère le groupe allemand G5 se dirigeant vers le fjord. Avant de mener un combat perdu d'avance, il signale l'arrivée des navires allemands aux batteries côtières et à Oslo. Le Parlement norvégien se réunit en urgence et décrète la mobilisation tandis que les navires allemands pénètrent dans le fjord. « 9 avril, 3 heures du matin, l'aube se lève déjà dans cette région nordique. Le temps s'est amélioré, mais la visibilité reste médiocre. Les veilleurs du Renown, suivis de loin par le Repulse et les destroyers, identifient alors un cuirassé allemand, le Scharnhorst, et rappellent au poste de combat. À peine plus loin, le croiseur Hyper est identifié, mais il s'agit d'une erreur. Les bourrasques de neige trompent les veilleurs, et le deuxième navire est bien plus puissant que le Hyper. Il s'agit du jumeau du Scharnhorst, le cuirassé Gneisenau. La grande bataille pour la Norvège a commencé. Le Renown engage l'ennemi et endommage rapidement la conduite de tir du Gneisenau, encaissant quelques obus sans gravité. Les navires allemands, qui doivent éviter si possible les engagements contre des navires équivalents, s'échappent vers le nord à pleine vitesse. Face à la houle, le croiseur de bataille britannique ne tient pas bien la mer et doit ralentir, laissant ainsi s'éloigner les cuirassés ennemis. Rapidement distancé, le Renown rejoint alors la force du sud, tandis que les destroyers qui l'accompagnaient retournent vers le fjord de Narvik pour surveiller le champ de mines. Devant cette situation confuse et le manque d'informations, l'amirauté britannique annule le plan R4 et le débarquement des troupes. Cette décision est étonnante, car tout le but du plan R4 visait justement à débarquer les troupes alliées avant une action allemande. Quelques heures après ce premier échange d'obus, l'amiral Wisworth sur le Renown reçoit un message de l'amirauté. Attaque générale ennemie. Troupes allemandes ont débarqué dans les ports norvégiens. Pendant que le Renown et les destroyers poursuivaient une flotte fantôme, puis se battaient contre les cuirassés ennemis, les troupes allemandes avaient débarqué partout, y compris à Narvik, que Wisworth avait laissé sans surveillance. Au moment où le Renown était aux prises avec les cuirassés allemands donc, le groupe 5 allemand entrait dans le fjord d'Oslo vers 4 heures. Arrivé de nuit, tout feu éteint en ligne de file, c'est-à-dire les uns derrière les autres, le Blücher, le Lützow, le Hemden, des torpilleurs et des dragueurs s'approchent de la citadelle d'Oscarsborg. De chaque côté du fjord, des batteries côtières et une station de lance-torpilles sont parées, prévenues de l'arrivée de l'envahisseur. Dès le premier tir de 280 mm norvégien, le Blücher est touché dans une soute à munitions, puis un deuxième coup atteint la tourelle avant, empêchant le Blücher de riposter. Plus le Blücher avance, plus il est massacré par le tir croisé des batteries côtières. Continuant sa route malgré les incendies et les avaries, le Blücher est achevé par 2 torpilles lancées depuis la côte. L'épave continue sur sa lancée, avant de couler à 100 mètres du rivage, emportant avec lui 700 marins, 1400 étant faits prisonniers par les Norvégiens.
En arrière du Blücher, le Lützow est gravement touché à son tour et son commandant décide de faire demi-tour pour ne pas finir comme son navire amiral. L'Emden suit le mouvement et avec lui le reste du groupe. La capture d'Oslo par mer est abandonnée. Les troupes sont débarquées sur les berges et investissent peu à peu les forts et les places, appuyés par les petits navires, avant de remonter vers Oslo par la terre. Simultanément au débarquement d'Oslo, la Kriegsmarine débarque ses troupes partout, et notamment dans le port stratégique de Kristiansand et le port secondaire d'Egersund, pris par la ruse, en se faisant d'abord passer pour des navires britanniques. Stratégique, Kristiansand est une tête de ligne de chemin de fer permettant de convoyer rapidement des troupes par train vers le centre de la Norvège. Plus au nord, à Stavanger, c'est l'aérodrome de Sola qui est désigné objectif principal. À 8 heures, les chasseurs Messerschmitt Bf-110 mitraillent les défenses et les infrastructures. Puis, ce sont les parachutistes qui sautent sur l'aérodrome et l'investissent rapidement. Dans l'après-midi, Stuka et hydravion d'attaque Henkel 115 atterrissent à Sola, désormais base aérienne allemande pour les opérations de soutien, tandis que les parachutistes marchent déjà vers le port de Stavanger. Le groupe 3, quant à lui, s'infiltre dans le fjord de Bergen. Comme à Oslo, 2 forts côtiers norvégiens réagissent. Le croiseur Köln passe avant les tirs, mais le croiseur Königsberg, lui, est gravement touché. Pour le Königsberg et son équipage, désormais, impossible de rentrer en Allemagne après le débarquement. À Trondheim, la manœuvre allemande est particulièrement audacieuse en raison de la configuration des lieux. Chenal étroit, long de 40 nautiques, gardé à l'entrée par de puissants forts côtiers. À 25 nœuds entre les falaises étroites, de nuit et sous le feu des batteries côtières, les destroyers foncent vers le port appuyés par l'artillerie du Ypres et débarquent leurs troupes. La ville se rend sans combattre. Sur le transit, un destroyer talonne violemment un rocher. Incapable de naviguer, il est échoué sur la berge. Narvik, tout au nord, est avec Oslo l'objectif principal de l'opération allemande. Au moment où 9 destroyers allemands se présentent à l'ouverture du fjord, celui-ci n'est pas surveillé. Les Ersterers pénètrent dans le fjord sans opposition, détruisent les navires norvégiens et débarquent leurs troupes qui s'emparent de la ville. Le 9 avril à midi, les Allemands ont atteint tous leurs objectifs, aidés par le mauvais temps et les mauvaises interprétations britanniques. La mésentente franco-britannique et les tergiversations de Londres ont de lourdes conséquences. Désormais, non seulement les ports sont aux mains des Allemands, mais en plus, ils ont l'absolue maîtrise du ciel. 800 bombardiers et avions de reconnaissance sont positionnés sur les aérodromes norvégiens, principalement au sud et au centre du pays. Les rapports affluent de partout, les Alliés ne sont au courant de la situation encore que partiellement, mais la réaction est immédiate. L'amirauté britannique ordonne aux croiseurs de la Home Fleet d'attaquer le port de Bergen, tandis que le plan R4, abandonné la veille, est réactivé dans une grande confusion. Cependant, en début d'après-midi, la Home Fleet avec l'Émile Bertin, le Maillet-Brézé et le Tartu est attaquée par presque 100 bombardiers allemands Junker 88 et Henkel 111. Les croiseurs Southampton et Glasgow sont manqués de peu, mais le destroyer Gurkha, un peu isolé, est coulé. Tous les navires manœuvrent pour échapper à l'attaque, se rendant compte de la pauvreté de leur artillerie antiaérienne. Les croiseurs britanniques sont légèrement endommagés et même le cuirassé Rodney est touché, sans gravité.
En 3 heures, 4 bombardiers ont été abattus, mais les croiseurs ont déjà consommé 40% de leurs munitions antiaériennes. La situation est déjà inquiétante. Se sachant impuissante, la Home Fleet se retire vers l'Écosse et la base de Scapa Flow pour se réapprovisionner et permettre au porte-avions HMS Furious de rallier, mais celui-ci n'a pas d'avion de chasse. Seul point positif, le nouveau dispositif radar installé sur le Sheffield et le cuirassé Valiant ont montré toute leur efficacité. La vague d'avions a été détectée à l'avance, permettant à la force de manœuvrer et d'être parée. Avec la suprématie aérienne ennemie, les ordres d'attaque de Bergen par la mer sont désormais inapplicables et la tâche est confiée aux bombardiers de la RAF. Au nord, à Narvik, les Alliés apprennent donc que les Allemands ont débarqué, à leur plus grande surprise. 5 destroyers britanniques, qui avaient abandonné la surveillance de Narvik pour escorter le Renown lors de son escarmouche avec le Scharnhorst et le Gneisenau, sont alors revenus au large du fjord. Un rapport erroné fait état de la présence d'un seul Zersterer allemand dans la baie de Narvik. Le 10 avril à l'aube, les destroyers reçoivent l'ordre de s'infiltrer pour aller le couler, alors que la menace de la Luftwaffe est encore mineure dans le nord. Dans des conditions de navigation très difficiles, entre brume et bourrasque de neige, les 5 destroyers en ligne de file naviguent sur 50 nautiques entre les falaises, avec une visibilité n'excluant jamais 500 mètres. Sur le chemin, le commandant Warburton Lee apprend qu'il y a finalement au moins 5 destroyers allemands en baie de Narvik, mais décide de continuer son raid, bénéficiant de l'effet de surprise. Au mouillage, les Allemands sont complètement surpris au réveil. Le HMS Hardy coule le Heidkamp en tirant ses torpilles, puis détruit le Van Raider au canon. Le HMS Hunter détruit plusieurs cargos à la torpille et le destroyer Anton Schmidt est coupé en 2 par une torpille également. Les Allemands, complètement pris au dépourvu, réagissent à peine car ils ne peuvent même pas appareiller. Les 5 Britanniques sont indemnes, tandis que 3 Zersterers ont coulé, 6 cargos chargés de fer suédois sur 8 coulés et un patrouilleur. Lors du départ de la baie, les Britanniques sont cependant surpris par l'arrivée en renfort de 3 Zersterers, dont un est pris à tort pour un croiseur. Le Hardy, violemment touché, s'échoue, le Hunter est rapidement coulé également, et le Hotspur est gravement touché, mais parvient à s'enfuir avec les derniers destroyers. Ce même 10 avril, à l'ouest, le porte-avions HMS Furious, équipé d'avions torpilleurs Swordfish, et le cuirassé HMS Warspite arrivent en renfort de la Home Fleet. Les Britanniques cherchent la flotte allemande, mais ne la trouvant pas, ils changent de route pour attaquer Trondheim, où les rapports erronés annoncent la présence de 2 croiseurs allemands. Or, pendant que la flotte alliée patrouillait vers le nord, l'admiral Hipper a discrètement quitté Trondheim pour l'Allemagne en longeant la côte, et plus au nord de la Norvège, le Scharnhorst et le Gneisenau sont partis vers le Grand Large pour éviter la Royal Navy et rentrer à Wilhelmshaven. L'attaque aérienne ne donne donc rien. « 10 avril toujours. Alors que les soldats allemands progressent depuis Oslo, le Lützow rentre vers l'Allemagne. Mais dans la nuit, le croiseur est gravement endommagé par les torpilles d'un sous-marin britannique. Évacué par son équipage, à la limite de coulée et finalement pris en remorque, le Lützow fut indisponible pendant plus d'1 an. Au nord, le 13 avril, le Warspite, escorté de destroyers, s'infiltre à son tour dans le fjord de Narvik pour terminer le travail. Un Swordfish de reconnaissance coule le U-boat U-64 et signale la position du destroyer Kölner, rapidement coulé par le Warspite et son escorte. Les 5 destroyers allemands restant en baie de Narvik tentent un baroud d'honneur, mais rompent rapidement le combat. 2 destroyers endommagés lors de la première bataille de Narvik sont achevés, tandis que les 4 derniers se sabordent au fond d'un fjord. La flotte du Warspite se retire avec quelques dégâts, mais le succès est total. Pour le Conseil suprême allié, il est enfin temps de soutenir les Norvégiens à terre. Il faut reprendre Trondheim et Narvik.
Face au puissant fort côtier de l'entrée du fjord de Trondheim, désormais tenu par les Allemands, l'idée d'un débarquement en force sur Trondheim est abandonnée. Après de nombreuses tergiversations, l'amirauté britannique planifie finalement 2 débarquements autour de Trondheim, un débarquement de troupes françaises à Namsos au nord et un de troupes britanniques à Andalnes au sud. Le 14 avril, les Britanniques débarquent à Harstad, le QG des troupes norvégiennes du nord de Narvik. À bord des paquebots transport de troupes, les Français de la 5e demi-brigade des chasseurs alpins vivent mal les changements de destination, entassés comme des sardines, ballottés par la houle. Le convoi avait d'abord été prévu pour Narvik avant d'être dérouté plusieurs fois. L'amiral Kadar reçut donc l'ordre à la mer en même temps que les indications très faibles sur le port et les possibilités pratiques de débarquer. Très peu d'informations nautiques également. Seul un navire britannique escortant les Français, possédant une carte du fjord de Namsos. La nécessité d'improviser la riposte aux Allemands entraînait le désordre. De convois, d'abord protégés par la 11e division de contre-torpilleurs, le Bison, le Milan et l'Épervier, commandés par le capitaine de vaisseau Bouhan et ralliés par l'Émile Bertin et d'autres navires français et britanniques. Plus tard dans l'après-midi, le convoi français, repéré par l'aviation ennemie, s'infiltre dans le fjord de Namsos sous les bombes allemandes. Les paquebots El Jezaïr et Vildoran sont touchés, mais sans gravité. Émile Bertin, en couverture au large du fjord, subit à son tour une attaque aérienne. Cerné, le croiseur est touché par une bombe de 500 kg qui transperce le navire, heureusement sans exploser. Devant rentrer à Scapa Flow pour réparer, le constat est clair, le croiseur français est désormais indisponible. Pour le remplacer, l'amirauté française désigne alors le croiseur Montcalm. Entre-temps, les 4 paquebots s'amarrent chacun leur tour sur un quai à Namsos, où il n'y a aucun appareil de levage. Il faut ainsi tout débarquer par les moyens du bord, marins et chasseurs alpins travaillant ensemble avant que les paquebots ne repartent et cèdent la place à quai au suivant. À terre, les éléments débarqués subissent déjà les attaques incessantes de la Luftwaffe. Le débarquement mal préparé est laborieux. Le matériel s'entasse sur le quai, car on ne parvient pas à l'évacuer vers l'intérieur par l'unique petite route, et de nombreux petits navires doivent attendre au mouillage devant le quai pour attendre leur place. D'autres paquebots, en attente en dehors du fjord, sont empêchés d'entrer par l'aviation allemande. Dans le sud du fjord de Trondheim, les forces britanniques qui ont débarqué à Andalnes, plus favorables, parviennent en plusieurs jours à avancer dans les terres sur environ 200 km. Les Allemands, quant à eux, se servent de l'aérodrome de Trondheim pour acheminer des renforts et doublent ainsi leurs effectifs. Progressant depuis le sud et soutenus par l'aviation, les Allemands contre-attaquent violemment les Britanniques, les obligeant à battre en retraite vers la côte. Depuis le début de la bataille de Norvège, la maîtrise de l'air est déterminante. L'échec autour de Trondheim entraîne l'abandon de l'entreprise alliée en Norvège centrale. Le 28 avril, l'ordre d'évacuer parvient finalement à Namsos ainsi qu'à Andalnes, alors que tout le matériel n'a même pas été débarqué. Les Norvégiens, avertis de l'évacuation, abandonnent le combat au sud et au centre du pays, tandis que le roi se réfugie toujours plus vers le nord. En fin de matinée du 28, une alerte aérienne retentit à Namsos. Encore bourrés à craquer de munitions, 4 patrouilleurs en attente au mouillage sont immédiatement renvoyés vers l'embouchure. Les cargos français Saumur et Amiénois, alors en plein déchargement, interrompent les opérations et appareillent en urgence. Le bombardement, vif et intense, détruit toute la cargaison présente sur le quai et en ville. Les caisses de munitions explosent sur le quai, rendant désormais impossible l'accostage des paquebots
pourrait embarquer les soldats. Le 29 au soir, une force navale comprenant le Montcalm, le Bison, les paquebots de l'amiral Cadar, des croiseurs et des torpilleurs britanniques, l'ensemble sous les forces de l'amiral John Cunningham, appareille de scapaflots pour le fjord de Namsos. Le 1er mai, l'escadre est attaquée par la Luftwaffe et plusieurs navires dont le Montcalm sont manqués de peu. Jusqu'au 2 mai, le corps expéditionnaire de Namsos est évacué tant bien que mal, harcelé par les bombardiers allemands, et les navires alliés sont handicapés par les bancs de brume qui empêchent la navigation. Les patrouilleurs font des va-et-vient entre les pontons et les paquebots sous les bombes allemandes pour évacuer les troupes. Quelques patrouilleurs sont endommagés ou coulés, mais grâce au sang-froid des marins français et britanniques, le corps expéditionnaire est sauvé. Depuis 8 heures du matin, la Luftwaffe avait commencé ses attaques sur les navires à la mer, attaques menées en piqué par des petits groupes de 4 à 5 appareils. Vers 10 heures, une première bombe rase le Montcalm à l'avant. Puis, une deuxième attaque s'amorce sur le croiseur français, mais brusquement, le Stuka change son inclinaison et largue sa bombe sur le contre-torpilleur Bison qui explose immédiatement. La bombe tombée sur la passerelle tue immédiatement le commandant Bouhan, son chef d'état-major et une centaine d'hommes. L'arrière flotte encore et les pièces antiaériennes continuent à tirer. Entre les bombes, le Montcalm et 2 destroyers britanniques se précipitent pour sauver les marins à la mer. Puis, c'est au tour du destroyer britannique Afridi de subir les assauts allemands et d'être coulé. Le reste des navires parvient à rallier Scapa-Flow, munitions antiaériennes épuisées et de nombreux navires endommagés. Le même jour, Andalnes est évacué sans perte, puis investi par les Allemands, désormais maîtres du sud et du centre de la Norvège, en grande partie grâce à leur maîtrise totale des airs. Désormais, les Alliés se concentrent sur Narvik, toujours tenu par la Wehrmacht, et les marins rescapés des destroyers coulés ou sabordés. Pour ce premier engagement majeur, 14 navires alliés sont lourdement endommagés, du patrouilleur au croiseur, et 7 petits navires coulés, dont un français. Le 14 avril, les Britanniques ont donc débarqué au nord de Narvik, dans le petit port d'Arstadt. Puis, c'est au tour du corps expéditionnaire français en Scandinavie du général Bétoir, composé de chasseurs alpins et de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, d'arriver à Narvik avec une brigade polonaise. Sur place, une unité norvégienne se bat encore. Le 12 mai, dans le fjord de Narvik, un lourd bombardement naval sur le village de Bervik, tenu par les Allemands, commence. À l'aube, les hommes de la Légion, appuyés par les chars légers Hotchkiss, débarquent, faisant 500 prisonniers allemands. Les Français progressent, mais le manque de coordination avec les Norvégiens empêche de couper la retraite ennemie. Les combats font rage et les Allemands perdent du terrain face aux légionnaires. Cependant, en France, les événements se précipitent. 3 jours auparavant, les troupes allemandes ont franchi la Meuse et les Ardennes, menaçant gravement tout le dispositif allié. Le 25 mai, face à la situation catastrophique en France, les Alliés décident d'évacuer la Norvège. Mais sur place, le général Bétoir refuse de partir sans prendre Narvik pour éviter de donner l'impression d'un abandon pur et simple des Alliés. Les Français, aidés des Polonais et des Norvégiens, appuyés par des bombardements navals britanniques, prennent Narvik et ses environs le 29 mai 1940, tandis que les Allemands, sévèrement battus, se replient vers la Suède. Le 1er juin,
les Alliés informent les Norvégiens qui doivent quitter la Scandinavie. Le roi et le gouvernement s'exilent vers la Grande-Bretagne. L'évacuation commence 3 jours plus tard. C'est à ce moment que le Scharnhorst, le Gneisenau, l'admiral Ypper et 4 destroyers appareillent d'Allemagne pour soulager les troupes du général Dietl en attaquant le port de Harstatt, point de débarquement et de rembarquement des Alliés de Narvik. C'est l'opération Juno. Le 7 juin, à Harstatt, les porte-avions HMS Ark Royal et Glorious embarquent les quelques avions présents sur les aérodromes du nord de Narvik afin de les rapatrier vers la Grande-Bretagne. Voulant rentrer au plus vite, le HMS Glorious part en avance avec 2 destroyers d'escorte seulement. Malgré les avertissements des services de renseignement britanniques, la Royal Navy ignore que l'escadre allemande rôde dans les parages. Le 8 mai, l'évacuation est terminée et le convoi principal appareille de Harstatt. Apprenant la présence d'un convoi britannique, l'admiral Marshall, sur le Scharnhorst, décide de changer ses objectifs. Un de ses hydravions repère les premiers éléments britanniques isolés, un pétrolier et un chalutier armés, tous les deux coulés à 7 heures. Puis, à 11 heures, un transport de troupes est coulé à son tour. Heureusement, le gros du convoi n'est pas repéré, tandis que le Ypper doit aller ravitailler à Trondheim. Le Scharnhorst et le Gneisenau continuent leur route et interceptent une communication radio d'un important navire allié. C'est le HMS Glorious. Relégué au rang de transporteur d'avions de la RAF, sans avion de patrouille, le navire britannique est condamné. Le destroyer britannique HMS Ardent engage le combat, mais est rapidement touché. Les 2 destroyers britanniques tentent de camoufler le Glorious dans un écran de fumée. Mais à 26 milliards, soit un peu moins de 24 km, le Scharnhorst tire un coup au but sur le porte-avions, réussissant alors le coup au but naval le plus lointain de l'histoire. Le HMS Ardent est coulé, puis le Glorious. Dans cette affaire, plus de 1500 marins britanniques périssent. Cependant, dans la bataille, le Scharnhorst est atteint par une torpille du destroyer HMS Akasta, provoquant une énorme brèche de 12 mètres sur 4 dans la coque du cuirassé allemand, tuant 48 marins. Le lendemain, les 2 bâtiments allemands mouillent à Trondheim pour réparer. Le 8 juin, les Allemands réoccupent Narvik. C'est la fin de la bataille de Norvège. Malgré une forte infériorité navale, l'Allemagne gagne la bataille de Norvège, mais cette victoire a un prix très lourd pour la Kriegsmarine. Un croiseur lourd de perdus, un croiseur léger, 10 destroyers, 4 U-boats coulés, en plus des navires gravement endommagés pour de longs mois, comme le Scharnhorst et le Gneisenau, et tous les transporteurs détruits. C'est ainsi près de la moitié de la flotte de surface allemande qui est hors de combat. Ce bilan désastreux fut l'une des raisons, plusieurs mois plus tard, de l'abandon de l'opération Sea Löwe, c'est-à-dire l'invasion par la mer des îles britanniques par l'armée allemande. Pour les Alliés, la campagne de Norvège se solde par un échec cuisant, malgré de nombreux exploits des navires et des troupes, notamment françaises à Narvik. Cette campagne avait montré l'insuffisance aérienne et antiaérienne des Alliés, une des causes principales de la défaite pendant la campagne de France. L'effort naval français en Norvège n'était évidemment pas comparable à celui des Britanniques, notamment parce que ce n'était tout simplement pas sa zone de responsabilité. Néanmoins, la marine française a fait son devoir, perdant des navires et des hommes. Les équipages de la marine de guerre et de commerce avaient montré qu'ils étaient bien commandés et avaient un moral solide. Enfin, la coopération et l'entente avec les Britanniques
étaient devenues plus étroites. Les méthodes de travail différentes s'étaient rapidement harmonisées et le travail en commun s'était effectué sans aucune difficulté. Des amitiés individuelles étaient nées au cours de la campagne et l'estime mutuelle s'était renforcée. Malheureusement, tout cela n'allait servir qu'à rendre plus pénibles les événements de Dunkerque et ceux qui suivirent l'armistice.